Bienvenue dans Les Sorts et les Sabres, le podcast où la magie rencontre la force. Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode de votre podcast. Aujourd'hui, on replonge dans le monde magique avec l'un de mes moments préférés, si ce n'est mon moment préféré, un moment charnière de l'histoire et qui a permis d'ouvrir la géographie du monde magique. Je parle évidemment du tournoi des Trois Sorciers. Pour se replonger dans cette compétition épique, on va d'abord s'intéresser à l'histoire de celle-ci et au contexte dans la 4e année d'Harry. On verra l'arrivée des écoles qui participent à cet événement, la méthode de sélection des champions et les controverses qu'elle suscite. Ensuite, on décryptera les 3 épreuves, scène par scène. Puis, enfin, les conséquences du tournoi et les émotions que celui-ci nous aura fait vivre. Avant de commencer, je voudrais faire une petite précision, parce que bien qu'ayant adoré le film au cinéma lors de sa sortie, oui, car c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu, j'étais adolescent à l'époque, mais aujourd'hui, je suis conscient de tous les passages qui ont été sacrifiés par rapport au livre, et c'est pourquoi je vais m'efforcer d'utiliser ces 2 supports pour profiter pleinement du spectacle. Mais sans plus attendre, prenons un porte-au-loin non trafiqué en direction des Highlands écossais. Un tournoi oublié. Le tournoi des Trois Sorciers trouve ses origines au Moyen Âge. Organisé pour renforcer les liens entre les plus grandes écoles de sorcellerie européennes, que sont Beauxbatons, Durmstrang et Poudlard, il était censé incarner l'unité magique sur le vieux continent. 3 champions, 3 épreuves, une seule victoire et une gloire éternelle. Mais au fil des siècles, le tournoi a vu sa réputation se ternir. Trop de blessés, ou même de morts, trop de drames, trop de risques. Se tenant initialement tous les 5 ans, il fut abandonné pendant plus de 200 ans. Alors déjà là, on peut se poser la question de pourquoi le relancer maintenant. C'est vrai que si on avait été peu de temps après la disparition de Voldemort, on aurait compris que c'était pour amener une forme d'unité et pour montrer que la vie normale peut reprendre son cours. Mais là, ça intervient quand même longtemps après, d'autant plus qu'on a déjà eu confirmation par quelques signes que Voldemort était toujours présent mais tapis dans l'ombre. Alors ce choix de réintroduire le tournoi dans Harry Potter et la Coupe de Feu, il est loin d'être anodin. L'autrice utilise cette compétition pour élargir l'univers au-delà de Poudlard. On découvre qu'il existe d'autres écoles, d'autres cultures, même d'autres styles de magie, et surtout, on introduit des enjeux bien plus sombres. La manipulation, la trahison, et, on le verra à la fin, le retour d'un ennemi que l'on croyait oublié. Mais pour que ce tournoi puisse avoir lieu, il nous faut donc 3 écoles, et pour le moment, nous n'en connaissons qu'une. L'arrivée des écoles. Octobre est sur le point de se terminer, les dernières feuilles rouges tourbillonnent dans le ciel. À Poudlard, l'annonce fait l'effet d'un bombarda. Le tournoi des 3 sorciers revient. Et cette fois, ce sont les élèves eux-mêmes qui en seront les héros. Mais pas tous. Il faut avoir plus de 17 ans pour pouvoir soumettre son nom à un juge impartial et une bonne dose de courage. Le 30 octobre 1994, à 18h, l'excitation monte. Et puis, ils arrivent. Beauxbatons, vêtus de soie bleue, descendent gracieusement de leur calèche tirée par des chevaux géants. Durmstrang, imposant, sévère, jaillissent d'un navire fantôme surgissant des profondeurs du lac. 2 mondes nouveaux viennent d'entrer dans la vie de nos héros. Bon, une des principales différences entre le film et le livre, c'est que dans le livre, l'annonce du tournoi et l'arrivée des écoles, elle se fait en 2 temps différents, ce qui permet aux élèves de Poudlard de commencer à se projeter sur le tournoi, d'y rêver, mais sans savoir vraiment comment ça va se passer. Une autre énorme différence entre les 2 supports, c'est évidemment la population des 2 écoles. Pourquoi avoir mis uniquement les filles pour Beauxbatons et uniquement des garçons pour Durmstrang? C'est quand même curieux comme choix, et après coup, est-ce qu'on pourrait pas déjà y voir un aspect marqué des soucis qui se posent avec J.K. Rowling aujourd'hui? Même si, évidemment, elle n'est pas la scénariste du film, ou en tout cas je ne crois pas qu'elle soit créditée comme telle,
elle a forcément eu son mot à dire, et on le sait, donc elle a validé ce choix. Avec la série qui arrivera à partir de l'année prochaine, c'est sûr et certain qu'ils vont corriger ce passage. Et j'ai hâte de voir ça. Ce moment est capital dans la saga. Il marque une transition. On n'est plus dans la petite aventure scolaire des 3 premières années, on passe à une dimension plus large. Et ce qui frappe surtout, ce sont les contrastes culturels. Beaubaton, ça incarne l'élégance, l'ésotérisme, la France aussi en quelque sorte, puisqu'on le sait, l'école est située dans le sud, et Dormstrang, c'est plutôt la puissance et la discipline militaire, qui se trouvent en Europe de l'Est. Tandis que Poudlard se retrouve au centre, entre tradition et chaos à venir. Et toi d'ailleurs, tu aimerais en savoir plus sur ces nouvelles écoles, ou même avoir plus de visuels lorsque la série va sortir? Moi, comme je l'ai dit au début, j'ai beaucoup d'affect pour le film, puisque je l'ai vu au cinéma petit et que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, et forcément, j'ai eu du mal à m'identifier à Beaubaton, beaucoup plus à Armstrong, puisque c'était un public masculin, mais j'ai hâte de voir la série pour cet aspect-là. Voir les hommes qui sont à Beaubaton et les filles à Armstrong, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, lecteurs comme spectateurs, à se replonger dans ce passage, et en même temps à s'imaginer au sein d'une de ces deux écoles. Tous les élèves étant maintenant présents, il est temps de dévoiler ce juge impartial qui sera chargé de nommer les champions de chaque école. Il s'agit de la coupe de feu. Minuit approche, la grande salle s'est transformée en théâtre magique. Au centre, la coupe de feu, une flamme bleutée, dense, crépitante, au sommet de cette coupe ancestrale. Un à un, les noms sont expulsés dans une volute rouge. Victor Krum, Fleur de la Cour, Cédric Diggory. 3 champions, 3 écoles. Le silence s'installe, on s'apprête à clore la cérémonie, quand soudain, un 4e morceau de parchemin jaillit de la flamme. Un nom, un scandale, une incompréhension totale. Harry Potter. A-t-il triché? Comment a-t-il fait? Il n'a pas 17 ans, et pourtant, il a réussi là où tous ses camarades plus âgés et plus expérimentés avaient échoué. Son meilleur ami le regarde, médusé. Comment a-t-il pu lui faire ça, sans même lui en parler? Ce retournement de situation est un des moments clés du 4e tome. Il introduit l'idée que quelque chose, ou quelqu'un, manipule les règles depuis l'ombre. On sort totalement du cadre du tournoi pour entrer dans un univers plus sombre et plus menaçant. Allez, c'est parti, je vais mettre les pieds dans le plat, car vous savez de quoi je vais parler maintenant quand on parle de cette scène de sélection des champions, c'est évidemment la réaction de Dumbledore. Elle a toujours suscité débat. Dans le film, il réagit de manière brutale, et c'est en opposition totale avec le caractère du personnage et le calme qu'il conserve dans le livre. Ce décalage a marqué les fans, mais il dit quelque chose sur le ton que prend l'histoire à partir de ce moment-là. Ce n'est plus un jeu, c'est un piège. En vrai, je comprends l'idée, je dis pas que je valide, mais je comprends. Et sans avoir connaissance du livre, ça me choquait pas de voir ça dans le film. Alors c'est peut-être aussi dû au changement d'acteur, parce que j'ai toujours trouvé que Michael Gambon avait un style plus nerveux que Richard Harris, et d'ailleurs je crois que c'était une volonté de sa part, puisqu'on lui avait donné comme trait de personnage que c'était un sorcier puissant, avec un grand pouvoir, donc il a voulu la jouer comme ça, et finalement, quand on connaît pas du tout l'écrit, je pense que ça choque pas tant que ça. Mais je comprends qu'on puisse le voir comme une trahison avec le personnage original. Et je suis prêt à parier que dans la série HBO, la correction sera faite. Les 4 champions sont maintenant connus et liés par un contrat magique pour participer au tournoi. Mais quel est ce contrat? N'ont-ils vraiment pas le droit d'abandonner? En tout cas, une chose est sûre, de grosses épreuves les attendent. La première tâche, le dragon, l'épreuve du courage. Dans l'arène, le silence est presque plus angoissant que le rugissement à venir. Chaque champion doit choisir la miniature du dragon qu'il va affronter, et évidemment, c'est l'homme à lunettes qui récupère le plus dangereux. Pour autant, aucun des concurrents n'est spécialement surpris par l'épreuve. Pourquoi, alors que celle-ci était censée être secrète? Harry le sait bien,
c'est tout simplement parce qu'ils ont tous été mis au courant par leurs directeurs respectifs ou un professeur camouflé. Leur objectif est simple, récupérer un œuf d'or défendu par chaque créature sans que celui-ci ne casse ses propres œufs. Cédric s'élance et utilise la métamorphose pour changer une pierre en chien afin que son dragon s'intéresse à autre chose. Bonne technique, mais ce dernier finit par changer de cible et l'élève de Poufsouffle sera légèrement brûlé. Fleur utilise un sortilège pour endormir le monstre, mais durant ses ronflements, celui-ci brûle également sa robe. Quant à Crum, il utilise un sortilège de conjonctivite, car les yeux sont les points faibles des dragons. Mais celui-ci, en proie à une violente douleur, a cassé plusieurs de ses œufs. Les trois ont malgré tout réussi à récupérer leur œuf d'or et accèdent donc à la seconde tâche. Il n'en reste qu'un, Harry, seul, face à un Magar à pointe. N'ayant pas pu voir les autres concurrents, il ne sait pas quelle stratégie ils ont utilisée, et il va donc rester fidèle à ce que lui a imaginé. Le sol tremble, le public retient son souffle, et devant lui, un monstre ancestral aux écailles sombres, au regard aussi perçant qu'un sortilège. Il n'a qu'une option, une incantation, Axio Balai. Le tonnerre s'élève, le balai fend l'air, Harry s'envole sur son éclair de feu, et la chasse commence. Pour lui, c'est un nouveau match de Quidditch qui commence, ce qui le rassure, et lui permet de se retrouver dans un contexte qu'il connaît. Après plusieurs vrilles et changements de direction bien placés, voire même une course-poursuite sur les hauteurs du château, il réussit à s'emparer de son œuf, et il peut souffler un bon coup après cette première épreuve. Cette première tâche, c'est la confrontation directe à la peur. Et ce qui est fort, c'est qu'elle ne teste pas seulement les compétences magiques, mais le sang-froid, l'instinct et surtout l'ingéniosité des héros. Pour Harry, c'est aussi symbolique, le dragon c'est l'obstacle impossible qu'il survole littéralement. Un vrai moment de dépassement. La différence est encore une fois très importante entre le film et le livre, puisque la course-poursuite n'est pas censée en être une. D'ailleurs, c'est plutôt la dragonne, parce qu'on l'a appris, finalement ce sont des femelles qui couvent leurs œufs, et cette dragonne, elle est censée rester attachée et donc bloquée dans l'arène. Mais même s'il y a une entorse qui est faite, je trouve la scène assez belle pour aller survoler le château. Il y a le parallèle qui est fait avec le Quidditch, donc ça pourrait paraître logique de pouvoir aller aussi loin. Et en même temps, ça serait tout aussi logique de rester dans des limites d'un terrain préconçu. À votre avis, quels choix vont-ils faire pour la série? Plutôt dans l'arène? Plutôt à l'extérieur? Ou un peu un mix des deux? Un œuf récupéré, c'est un indice collecté pour la suite, alors, direction le lac gelé. La deuxième tâche, le lac, l'épreuve du lien humain. 3 mois plus tard, nos champions ont rendez-vous avec un endroit qu'ils connaissent bien, le lac. En surface, la lumière du matin. En dessous, un monde inconnu de silence, de froid et de ténèbres. Harry, grâce à un peu d'aide, a su décoder l'indice lui permettant de rester 1 heure sous l'eau. Grâce à Neville, ou Dobby, selon les versions, il dispose d'une plante lui permettant de respirer sans souci. Il plonge donc pour sauver ce qui lui a de plus cher et qui lui a été arraché. Mais quelle est cette chose? Son balai? Des bulles, des algues, des voies déformées. Après de longues minutes, sans rien découvrir, ni champion ni trésor, il s'enfonce encore plus loin. Et au fond, 4 silhouettes attachées. Ron, Hermione, Cho, Gabriel. Des sirènes l'observent et des strangulos rôdent. L'angoisse monte. S'il échoue, sont-ils condamnés? N'ayant vu aucun autre champion dans le coin, il doit faire un choix et vite. En sauver 1, 2, 3, ou même les 4, car après tout, Ron et Hermione sont tous les deux ses amis, et Cho ne le laisse pas insensible à ce moment-là. Quant à Gabriel, il ne veut pas la laisser comme ça. Finalement, les sirènes l'en empêchent, et Cédric apparaît pour délivrer sa cavalière. Crum, quant à lui,
s'occupe d'Hermione. Il sauvera donc Ron, et voyant que Fleur n'arrive pas, il essaie de s'occuper de sa petite sœur. Il remonte, non sans effort, juste avant la fin du temps imparti, mais termine à la dernière place de l'épreuve. À moins qu'une décision d'un juge vienne bousculer le classement. Alors cette épreuve, elle est bien plus morale que physique. La vraie question, ce n'est pas « peux-tu sauver ?», mais plutôt « qui choisis-tu de sauver ? Et à quel prix ?» Harry, en héros classique, veut sauver tout le monde. Il dépasse toutes les attentes du tournoi en restant fidèle à ses valeurs, sans penser à la compétition qui se joue. Mais ici, ce n'est pas l'efficacité qui est récompensée, c'est l'humanité. Et cette nuance, elle est essentielle. Le tournoi n'est pas qu'un concours de sorts, c'est un révélateur d'âme. En parlant de cette épreuve du lac, je sais pas pour vous, mais moi, après avoir été au cinéma, j'ai acheté le DVD dès qu'il est sorti, et dedans, il y avait des bonus, making-of et coulisses de tournage. Et je me rappelle avoir été particulièrement impressionné par la façon dont ont été créés les décors et l'épreuve dans la piscine. C'est quand même une sacrée prouesse, et les effets spéciaux ils ont pas tant vieilli que ça. Notamment, c'est assez connu comme anecdote, mais le fait que Daniel Radcliffe est resté plusieurs longues heures sous l'eau, donc ils avaient construit un sas de décompression pour qu'il puisse se sécher et respirer un coup, et ne pas avoir à remonter à chaque fois entre les prises, plus le fait qu'il avait des plongeurs à côté de lui avec des bouteilles d'oxygène qui lui en donnent un petit peu avant de faire sa scène. Ce n'est pas un passage qui dure extrêmement longtemps à l'écran, mais pour autant, il a dû prendre des heures et des heures, peut-être même des jours, à être filmé. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Est-ce que c'est mon épreuve préférée ? Non, certainement pas, mais elle est quand même très très belle, très visuelle, et elle est dans le haut du classement. Grâce à un revirement de situation, Harry termine à la seconde place pour sa grande force morale. Il partira donc dans les premiers pour l'ultime épreuve. La troisième tâche, le labyrinthe, l'épreuve du doute et de la solitude. L'été vient tout juste de débuter. Le stade de Quidditch s'est transformé en forêt mouvante. Toute l'école, ainsi que les familles des champions, sont rassemblées pour assister à cette ultime épreuve. La fanfare joue une musique devenue tristement célèbre, pendant que les maisons supportent leurs champions. Cédric s'élance, puis Harry, Krum, et enfin Fleur. Le vent ne souffle plus, les spectateurs ne voient plus rien, les haies se referment. L'air devient épais, comme s'il pesait sur la poitrine des héros. Harry avance, en utilisant un sortilège qu'il a travaillé avec Hermione, l'enchantement des 4 points. Des épreuves mentales et magiques se dressent. Cédric fait la rencontre d'un Scrooge-Sapétard d'Hagrid. Harry, quant à lui, croise au détour d'un angle un détraqueur qui s'avère être en fait un épouvantard. Il se retrouve alors dans une étrange brume qui retourne l'essence, et après être sorti de ce sortilège, c'est à son tour de se retrouver nez à nez avec un Scrooge. Et effectivement, ils sont énormes. Leur point faible, c'est le ventre, dépourvu de carapace, et Harry échappe donc à ce nouveau piège. Malgré toutes ces péripéties, il n'est pas au bout de ses surprises, car il entend Cédric aux prises avec un ennemi, Krum. Celui-ci lance un Andoloris au pouf-souffle, mais le Gryffondor réussit à le stopper. Étrange façon de se comporter. Est-il possédé, ou est-ce l'appât du gain ? En tout cas, pas très loyal pour un sportif de classe internationale comme lui. Le trophée se rapproche, mais un sphinx barre le passage d'Harry. Pour passer, il ne devra pas utiliser sa magie, mais plutôt sa logique, pour répondre à son énigme. Araignée, voilà la solution. La route se libère, et le trophée apparaît au loin. Mais de nouveau, Cédric et lui courent dans la même direction, tandis qu'une véritable acromantule se jette sur lui. Cédric à terre, Harry prend un moment pour hésiter, est-ce qu'il revient le sauver, ou est-ce qu'il court vers la victoire ? Mais dans une noble action, il vient aider son camarade. Finalement arrivés devant le trophée, les 2 élèves de Poudlard se disputent pour savoir qui pourra le prendre
et remporter le tournoi ainsi que les 1000 galions promis aux vainqueurs. L'idée vient du plus jeune. Et si ils le prenaient ensemble? Après tout, ça serait une victoire de Poudlard. Leurs mains se tendent pour toucher le vase de la victoire, et à peine l'eurent-ils effleuré que tout disparaît dans un tourbillon sombre pour les emporter ailleurs. Est-ce la fin du tournoi ou le début d'autre chose de plus sombre? Alors cette dernière épreuve, c'est en apparence la moins spectaculaire. Il n'y a pas de dragon, pas de créatures majestueuses, pas de magie impressionnante, et pourtant, c'est sûrement la plus terrifiante. Parce qu'ici le danger, il est psychologique. C'est l'esprit qui est mis à l'épreuve. Déjà le labyrinthe, de base, c'est un piège à ciel ouvert. On n'a pas de plan, pas de repères, il n'y a pas de spectateurs non plus pour encourager, et surtout il n'y a pas d'ennemis clairement identifiés. Harry est livré à lui-même, et c'est ce que Rowling a mis en scène ici. Ce n'est pas un duel de sortilèges, c'est un duel contre la confusion, le doute et l'isolement. Et ce sont des épreuves qu'on ne combat pas avec une baguette, mais avec son mental. Quelque chose qu'il est intéressant de noter, c'est que les épreuves, les créatures que Harry va rencontrer durant le labyrinthe, ce sont des choses qui font écho directement aux aventures précédentes. Alors pas tous, évidemment, et ça paraît logique quand je parle des araignées, parce qu'on a tous en tête la chambre des secrets. Il y a également le détraqueur, qui s'avère être un épouvantard, et qui lui fait référence au prisonnier d'Azkaban. Et puis Krum, qui on le sait, est soumis au sortilège de l'Imperium, qu'on a vu plus tôt dans ce même tome. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant pour nous en tant que spectateurs ou que lecteurs d'être impliqués grâce à des éléments que l'on connaît déjà. Et ça, c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire sur le film. Et pour ce qui est des Scroots à pétard, on entend Hagrid en parler plusieurs fois, et d'ailleurs les élèves vont même les étudier au cours de l'année, ce qui vaudra quelques petits soucis à notre professeur préféré, mais on n'a pas de visuel pour cette créature, et par contre, pour celles et ceux qui, comme moi, ont eu la chance de pouvoir aller à Universal Studios à Orlando, eh bien, lorsque vous faites l'attraction d'Hagrid, où vous êtes sur son sidecar, vous avez un moment dans l'attraction un Scroots à pétard qui apparaît. Donc si vous ne voulez pas vous spoiler, ne regardez pas, mais celles et ceux qui ont pu la faire, eh bien vous avez eu la chance d'en voir un. Il faut aussi se souvenir d'une chose capitale, c'est que cette épreuve, elle a été détournée en quelque sorte. Parce que tout a été orchestré par Maugrey, enfin par Barty Croupton Jr. finalement, et derrière chaque détour du labyrinthe, il y a une intention cachée. Ce qui fait que finalement ce n'est pas une vraie épreuve du tournoi, ce n'est pas un jeu d'école, c'est un piège de mange-mort. C'est pas seulement la magie qui teste les champions, mais c'est la manipulation, l'injustice et le destin tordu par la volonté de Voldemort. Et au cœur de tout ça, il y a un moment crucial, quand Cédric et Harry atteignent la coupe ensemble. Et c'est à ce moment qu'Harry y fait encore un choix, partager la victoire, dans un tournoi qui pousse à l'individualisme. Mais il reste fidèle à ses valeurs, l'amitié, la solidarité, le respect, et ce choix, noble certes, il va le regretter jusqu'à la fin de sa vie. C'est fou de se dire que s'il avait choisi autre chose, l'avenir aurait été certainement très différent. Cédric serait peut-être toujours en vie, il n'y aurait peut-être pas eu le passage dans le cimetière, bref, ça aurait été une suite d'histoires complètement différentes, et là vous pouvez y aller de vos fanfictions. Ce choix, c'est d'ailleurs le point de départ de toute l'action de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. Car son plus jeune fils va s'amuser à retourner dans le temps pour corriger cela. Mais ça c'est notre histoire, un autre sujet, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, et que l'on pourra aborder dans un prochain épisode. Parce que cette coupe, ce n'est pas simplement un trophée, mais bien un porte-loin vers la mort. La fin du tournoi approche, Harry Potter réapparaît devant le labyrinthe, agrippé au corps sans vie de Cédric Diggory. La foule explose d'applaudissements, avant de réaliser, avant de comprendre, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'impensable. Le silence gagne le stade, le professeur Dumbledore accourt, les visages se figent, un père hurle de douleur. C'est un monde qui s'écroule pour une famille, et une nouvelle histoire qui commence pour le monde magique. Ce retour d'ailleurs, il aurait dû être glorieux, mais il est marqué par la mort
la peur et l'incompréhension. Pour Harry, c'est la fin d'une innocence. Il ne s'agit plus d'un jeu, d'un tournoi, d'une école, car il a vu un camarade mourir. Et personne ne semble prêt à entendre ce qu'il a à dire. D'ailleurs, cette scène, encore plus dans le film, mais c'est aussi vrai dans le livre, elle me brise le cœur quand j'y arrive. Parce que finalement, de voir Amos Diggory courir vers son fils en comprenant ce qui s'est passé et sentir toute la détresse du personnage, c'est vraiment dur. Alors que pour autant, à la base, Amos Diggory, on l'appréciait pas tant que ça pour les petites actions qu'il avait pu faire précédemment dans l'histoire. Mais là, on est obligé de se mettre de son côté, son fils vient de mourir, lui il ne sait pas ce qui s'est passé, ça doit être horrible à vivre. Et lorsque Harry raconte ce qu'il a vécu, le ministre commence à douter, ou plutôt il refuse de croire. C'est Cornelius Fudge qui incarne ce déni politique. Lui va choisir l'apaisement au lieu de la vérité, ce qui était une erreur, et c'est une décision qui va coûter très cher à la communauté magique. Contrairement aux années précédentes, il n'y aura pas de banquet, pas de joie, pas de maison victorieuse célébrée. Dumbledore prend la parole, et ce qu'il dit, c'était un appel à la lucidité. Il rappelle qui était Cédric, parce que pour nous, ça reste un joueur de Quidditch de la maison Poufsouffle, mais c'était aussi un élève brillant et loyal. Et il invite chacun à se souvenir que la guerre arrive. Comme il le dit à Harry, bientôt, tout le monde devra faire un choix entre le bien et la facilité. La coupe de feu marque la fin d'un chapitre, la fin de l'école comme terrain d'apprentissage léger, car la suite de la saga ne sera plus jamais vraiment enfantine, si tant est qu'on puisse la qualifier comme ça pour les premiers tomes. Les enjeux deviennent politiques, sociaux et même existentiels. Et ce tournoi, censé être une fête de l'unité entre les écoles, devient le point de rupture de toute la saga. Ce 4e tome, c'est un tournant dans l'univers d'Harry Potter. Il brouille la frontière entre le monde magique et la dureté de la réalité. Ce monde qui nous avait été présenté dans le tome 1 comme merveilleux, fascinant et en quelque sorte une zone de sécurité pour Harry, c'est plus tout le cas. D'ailleurs, vous avez cette grosse différence au niveau de la colorimétrie dans le film, puisque si on regarde bien le chemin de traverse dans le tome 1, c'est très coloré, c'est très sympathique, c'est enfantin, en tout cas ça donne envie d'y aller, et on n'imagine absolument aucun danger dans un lieu comme celui-là. Et là dans le tome 4, on est sur un labyrinthe froid, hostile, donc c'est plutôt la même chose. Pareil, quelque chose qui appuie bien ce propos, c'est la musique. La différence entre les musiques beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympas d'Harry Potter et les musiques beaucoup plus dures, beaucoup plus tristes, elle est vraiment marquante. Et puis, autre chose très visuelle, si vous regardez les films, au début de chacun, vous avez le logo Warner Bros qui apparaît, et bien, plus on avance dans la saga, plus le logo est vraiment sombre, presque invisible. C'est un signe annonciateur de ce qui va se passer au fur et à mesure de l'histoire. Le héros grandit, et nous, les lecteurs, ou les spectateurs, on grandit aussi. Et à partir de là, rien ne sera plus comme avant. Mais une chose est claire, le combat ne fait que commencer. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir embarqué avec moi dans l'aventure au cœur du tournoi des 3 sorciers. Alors je sais, il y a plein de passages que j'ai volontairement écartés, notamment le bal de Noël, qui en soi fait partie intégrante du tournoi, mais je le voyais pas comme une tâche en tant que telle, même si ce serait intéressant de voir si c'est pas une tâche déguisée. Il y a toute la partie du cimetière aussi, et en fait, j'ai gardé tous ces éléments de côté pour qu'on puisse les aborder vraiment spécifiquement dans d'autres épisodes du podcast. Et toi, c'est laquelle la tâche que tu préfères ? Le combat avec le dragon, le lac, le labyrinthe, ou même le bal ? N'hésite pas à venir me le dire en commentaire de l'épisode sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, peu importe, c'est ton opinion qui m'intéresse. Alors si l'épisode de cette semaine vous a fait frissonner, vibrer, ou simplement replonger dans vos souvenirs de lecteur ou de spectateur, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis, vos compagnons de maison et même
vos moldus préférés. C'est le meilleur moyen de faire grandir cette émission et de soutenir mon travail. Et si vous avez apprécié ce moment, prenez une petite minute pour vous abonner au podcast, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, et pourquoi pas venir discuter sur Instagram, car c'est là-bas qu'on peut échanger nos opinions et nos points de vue sur les épisodes et la saga tout entière. Et puis vous pouvez également suivre le compte TikTok du podcast, où je partage pas mal de choses en rapport avec les épisodes et les univers qui nous passionnent. Pensez à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines sorties, chaque semaine, et enfin préparez-vous, car la suite de cette saga nous emmènera encore plus loin, là où la magie se teinte d'ombre. Mais souvenez-vous, on peut trouver la lumière, même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. D'ici là, prenez soin de vous et de vos baguettes, et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Les Sorts et les Sabres.